Carey Price a mordu la poussière hier. J'étais surpris. Oui. Je suis un ancien gardien de but. Moi, je t'avoue, comme Carey Price, pour moi, c'est comme Dieu puis Carey Price. Côte à côte. Nicolas Cloutier, t'es journaliste pour TVA Sport, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben, il était pas loin de Dieu, honnêtement, au sommet de sa carrière. Mais, Jesus Price, hein, Jesus Price, ben, tu sais que mon jersey, quand je vais au Habs, moi, c'est Price. Ouais. Ouais, je suis vraiment un fan. Mais je t'avoue que, bon, je comprends le processus, mais je voudrais qu'on remonte en arrière. Ouais. Pourquoi on limite les accès dans une... Je veux dire, si, mettons, dans une année, tu avais comme les 10 meilleurs joueurs de l'histoire, on pourrait pas toutes les rentrer. Tu sais, il y a quelque chose d'absurde. Puis pour l'économiste en moi, t'as besoin d'une proportion de vote déjà pour rentrer. Fait qu'il y a une mathématique là-dedans. Ouais. Aussi, tu sais, il y a des critères d'admissibilité. Il faut que tu n'aies pas joué depuis 3 ans pour être admissible. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle Price est admissible, même si, en théorie, il est encore sous contrat avec les Canadiens. Il est sur la fameuse liste des blessés à long terme. Mais vois-tu, j'ai vu beaucoup d'angles couler. Puis moi, j'ai trouvé que, écoute, on va être d'accord là-dessus. Je pense 2013, 2014, 2015, non seulement Price était le meilleur gardien de la LNH, mais c'était probablement le joueur le plus dominant de toute la LNH, en fait. Ouais. Alors oui, c'est un gars pour qui l'entrée au Temple de la Renommée, c'est une formalité. Mais je pense qu'il y a juste beaucoup c'est un concours de circonstances parce que, bon, les joueurs qu'on a immortalisés hier, c'était tellement des choix évidents. Et vois-tu, j'aime mieux voir le verre à moitié plein parce que je me dis, François, on a corrigé l'une des plus grandes injustices au hockey. Alexander Mogilny, il aurait pu aussi être intronisé comme bâtisseur tellement c'est un pionnier. Imaginez, c'est le premier joueur qui a eu le courage de faire défection de l'Union soviétique pour venir ici. Il y a eu une saison de 76 buts. Il a gagné la Coupe Stanley. Il avait tout fait. Et il aurait pu être intronisé comme joueur et comme bâtisseur. Alors pour moi, c'était tellement un non-sens. Et je suis seulement heureux qu'on ait pu corriger ce qui était, selon moi, une des plus grandes injustices de l'histoire du hockey. Après, ça me choque pas parce que c'est pas comme si l'entrée au Temple de la Renommée de Carey Price n'était pas une formalité et il va y entrer à un certain moment et même fort probablement dès la prochaine occasion, là. T'es Carey Price, là, à matin, tu te sens comment, mettons, là? T'es-tu comme... connaissant Carey Price, je pense pas que ça lui fasse un pli, là. C'est comme aller, être comme une rock star, aller à un truc de cérémonie de remise de prix, puis qu'on... mais laissons le temps passer un peu. Il va être content qu'on se rappelle de lui dans quelques années, quand ça va passer, ou l'an prochain, quand ça va passer. Mais qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent que c'est parce qu'il n'a pas gagné de coupe encore? Non, mais c'est parce que faut aussi comprendre que... Pour ceux qui nous regardent à la télé, voici un argument. Il y a 2-3 autres trophées. Je pense qu'il y a juste 4 joueurs dans l'histoire, je pense qu'ils ont eu ces 4 trophées-là, ou 4 trophées individuels en une saison. Là. Alors, c'est en dire beaucoup. Il y a aussi le fait que les performances sur la scène internationale comptent pas beaucoup. Oui. Alors, ce qu'il a fait avec le Canada, c'est aussi très, très, très pertinent. C'est pas juste la LNH, là, dans le fond, c'est aussi ce qu'il a fait pour notre pays. Mais vois-tu, t'amènes un bon argument dans le sens que, quand c'est temps de retirer son numéro par les Canadiens, oui, là, on peut amener l'argument de la Coupe Stanley parce que là, tu parles d'une riche organisation avec 24 Coupes Stanley, puis beaucoup de joueurs qui en ont remporté plusieurs dont le numéro ne sera jamais retiré. Alors, c'est difficile à ce moment-là de retirer Carey Price, mais c'est vraiment une autre dynamique quand on parle d'une intronisation au Temple de la Renommée du hockey, parce que c'est le Temple de la Renommée du hockey et pas le Temple de la Renommée de la LNH. Ouais. Et encore là, j'enlève absolument rien à ce qu'il a fait dans la LNH. Là, il était extrêmement dominant dans la LNH et je vais vous rappeler, pendant un moment, ça a été le joueur le plus dominant de la Ligue. Et c'est aussi sur cette base-là qu'on avait introduit Eric Lindros. Lindros n'avait pas plus gagné la Coupe Stanley. Non. Mais pendant un moment, tu pouvais dire Lindros, c'était le meilleur joueur de toute la LNH. Ouais. Alors, pour moi, c'est pour ça qu'on va lui ouvrir toutes grandes les portes. La prochaine occasion, l'année prochaine, c'est une formalité. Je vais prendre 2 minutes en concluant pour parler de repêchage. Je sais que tu en as parlé longuement la semaine dernière, là, mais c'est quand même... On a juste 2 minutes parce que je me suis lancé dans toute une controverse, moi, là, sur les réseaux sociaux. Là. Justement, là, je voulais un peu t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on regrette la stratégie qu'on a déployée aux Canadiens? Est-ce qu'on a trop d'espoir, pas assez d'espoir? Est-ce qu'on doit faire des échanges comme... Le stratège en moi, là, aimerait bien t'entendre sur... Absolument pas, dans le sens que tu as lancé un petit peu dans... Ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé, on a très bien joué nos cartes jusqu'ici chez les Canadiens. Mais là, on entre dans une situation qui est assez unique où on a plusieurs espoirs qui sont aux portes de la LNH parce qu'on a bien joué nos cartes en accumulant des choix.
On va avoir 21 choix au total pour les repêchages de 2025 et de 2026. Et on n'aura pas forcément de la place pour tous ces espoirs-là. Et là, il y a le repêchage de 2025. Moi, il y a des recruteurs qui me disent, écoute, c'est pas compliqué. Notre liste de joueurs devient pas mal courte après 2 rondes. Il y a des bons joueurs dans les 2 premières rondes, mais après 2 rondes, notre liste de joueurs est pas mal courte. Moi, je suis contre l'idée de repêcher pour la simple et bonne raison de repêcher. Alors, il y aura sûrement un moyen. Moi, je milite pour qu'on échange une bonne partie de ces choix-là, que ce soit pour, si on juge, quand on est rendu profondément dans le repêchage 2025 et on n'aime plus vraiment le tableau, on peut échanger pour repousser ces choix-là à 2026 ou échanger pour du plus concret. Moi, je pense qu'une gestion saine des actifs, ce serait d'échanger plusieurs de ces choix-là et de ne pas repêcher 21 espoirs, parce que aussi des espoirs, là, il faut que tu consacres des ressources pour les développer. Et tu pourras pas... du temps de glace, notamment. Là, ouais. Exactement. Tu peux pas développer 50 espoirs. Je sais qu'en théorie, ça a l'air super beau. On a 50 espoirs. Fait au volume, on va avoir tellement de joueurs de la Ligue nationale de hockey. Qui est pas pire, c'est ça. Moi, je pense que la stratégie à préconiser, là, comprenez-moi bien, c'est vraiment d'accumuler des choix. Je suis d'accord que ça vous donne un pouvoir d'achat dans les transactions avec les équipes de la LNH. Je suis d'accord que ça prend un volume d'espoir. C'est juste que quand j'entends certains partisans parler, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite sur les espoirs qu'on peut avoir. Ben moi, je suis pas d'accord. Tu sais, c'est très bon d'avoir plusieurs choix, mais je suis pas d'avis qu'on doit tous les utiliser pour repêcher. Moi, je trace une ligne où certains ne voudraient pas tracer une ligne. Et encore là, je suis d'accord jusqu'ici avec ce que le CH a fait. Mais si ce que le CH décide de faire, c'est de repêcher avec la majorité des choix qu'ils ont pour 2025 et 2026, mais là, je vais m'inscrire en faux. Mais savez-vous quoi? Je pense pas que c'est ça le plan en tête pour Kent Hughes et Jeff Gorton. Ce qu'on entend, c'est qu'à travers les différents informateurs, c'est qu'ils sondent le marché et pour possiblement échanger les 2 sélections de premier tour pour avoir du renfort à l'attaque ou une des 2 des joueurs confirmés, des joueurs d'expérience. Des joueurs confirmés, exactement. Parce que tu le dis bien, puis je vais terminer là-dessus, mais j'aime bien la manière que tu le présentes, c'est que d'échanger des jeunes espoirs, bien évidemment, ça reste un potentiel, peut-être que non, versus des joueurs confirmés qui peuvent venir renforcer une équipe qui est déjà en place. Plus le joueur vieillit, plus tu connais un peu ce que tu achètes. C'est un peu comme la fameuse action du S&P 500, tu peux jamais te tromper, tu l'achètes, tu as tout le temps un bon rendement là-dessus, c'est établi, c'est confirmé. Ah, mais là, il y a le gars qui va te dire, écoute, achète l'action de cette minière-là, là, c'est en pleine expansion, tu vas faire énormément d'argent. Des bitcoins, mesdames et messieurs. Exact. C'est ça. Il y a toujours une volatilité avec les espoirs. Il n'y a jamais rien de confirmé. Alors, quand tu as beaucoup d'espoir et tu es rendu au moment où tu dois en échanger un, à sacrifier un, ben c'est là que tu peux commettre des erreurs. Encore là, accumuler des choix, c'est une bonne chose, mais après, ce que vous faites avec, c'est là où il y a peut-être un petit désaccord avec une certaine base de partisans. On va suivre ça, évidemment, avec le plus grand intérêt. C'est à la fin de la semaine. Le 27-28 juin, c'est ça. Fait on va suivre ça, puis on espère que les grands seigneurs du CH écoutent ta sagesse et te lisent, évidemment. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais c'est gentil. Merci, Nicolas, d'être venu en studio.